Alors, Mesdames et Messieurs les consuls généraux et membres du corps consulaire, Madame la Ministre, Madame la Chancelière émérite, Monsieur le Vice-recteur et Directeur Amérique à l'Agence universitaire de la francophonie, Monsieur le Recteur, Mesdames les conférencières, distingués invités, chers collègues et amis. Mon nom est Ibrahim Boudarbad, je suis professeur titulaire à l'École de relations industrielles et je suis également directeur de l'Observatoire de la francophonie économique de l'Université de Montréal qui organise l'événement d'aujourd'hui. L'événement d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des activités célébrant la Journée internationale de la francophonie. C'est un immense plaisir et un grand honneur pour moi de me présenter devant vous aujourd'hui. L'Observatoire a été lancé de manière officielle lors du Forum économique international des Amériques en juin 2017. Sa création a été annoncée auparavant par le Premier ministre du Québec au sommet de la francophonie en 2016 à Madagascar et fait suite à l'adoption de la stratégie économique pour la francophonie entérinée lors du sommet de Dakar en novembre 2014. Je tiens ici à remercier les partenaires grâce à qui l'idée de l'Observatoire a pu se concrétiser. Je remercie l'Université de Montréal, son recteur qui a fait de la langue française et de la francophonie une vraie priorité. Je remercie également le Québec, le gouvernement du Québec, l'Organisation internationale de la francophonie et l'Agence universitaire de la francophonie pour leur solide appui à la mission de l'Observatoire. L'Observatoire est également reconnaissant à l'appui et au soutien que lui a accordé Affaires mondiales Canada pour l'organisation de l'événement d'aujourd'hui. Mes remerciements vont également au Bureau de la valorisation de la langue française de l'Université de Montréal, le Centre de la francophonie des Amériques et l'Agence universitaire de la francophonie, qui se sont associés à nous pour la retransmission directe de l'événement sur leurs réseaux sociaux. Je salue en passant Madame Joanne Whittom, présidente directrice générale du Centre de la francophonie des Amériques, qui a bien voulu nous honorer de sa présence. Je salue également notre ami Clément Duhem, qui accompagne le développement de l'Observatoire depuis sa création. Pour commencer, 3 personnes vous adresseront la parole. D'abord, le recteur de l'Université de Montréal, M. Guy Breton. Ensuite, M. Rida Abdelrahman, vice-recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Et enfin, Mme Nadine Giraud, ministre des Relations internationales et de la francophonie. M. Breton. Bonjour, Madame la ministre des Relations internationales et de la francophonie, très chère Louise Roy, chancelière émérite de l'Université de Montréal, Madame Danielle Henkel, Madame Déborah Cher-Enfant, chers collègues vice-recteurs de l'AUF, M. Rida, Monsieur le Président du Centre de la francophonie des Amériques, distingués représentants des corps consulaires, distingués invités, chers collègues, chers amis, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui à l'Université de Montréal en ce 3e jour du printemps 2019, qui nous rappelle que tous les hivers, même s'ils sont longs et durs, ils finissent par finir. Et en prix de patience, on a aujourd'hui le bénéfice d'être choyés. On a devant nous 4 femmes au parcours exceptionnel. On a ici, ensemble, quelque chose qu'on ne voit pas souvent et on est privilégiés, puis on le partage en web diffusion, d'avoir ces 4 femmes d'exception avec nous. Moi, je suis très content, je suis honoré, je suis excité de voir ça. Des femmes d'action et d'influence vers lesquelles nous pouvons nous tourner pour mieux comprendre les réalités de l'entrepreneuriat féminin. Parce que l'entrepreneuriat, je ne pense pas qu'on puisse penser d'emblée qu'on le conjugue au féminin. Avec vous, on peut le conjuguer au féminin et c'est bien qu'on fasse ça, qu'on prenne cette habitude. Le thème qui a été choisi pour cette table ronde est de toute première importance. D'abord parce que si nous ne pouvons réaliser le plein potentiel entrepreneurial des femmes, partout au monde, mais peut-être en particulier en Afrique, nous ne pourrons jamais réaliser celui de la francophonie économique. Nous avons besoin des femmes entrepreneurs. C'est la moitié de la planète. C'est l'un des constats du tout premier rapport de l'Observatoire de la francophonie économique de l'Université de Montréal, qui sera dévoilé dans quelques minutes par mon collègue.
le professeur Boudarba. Ensuite, il faut parler d'entrepreneuriat féminin parce que notre société s'est trop longtemps privée de l'audace, du talent, de la créativité, de l'angle d'analyse différent, de l'imagination de la moitié de la population. C'est incroyable. La moitié de la population, sous l'angle de l'entrepreneuriat, on ne s'en est pas beaucoup soucié. C'est parfait que nous arrivions à cette étape où elles sont là, elles sont des acteurs clés. Aujourd'hui, nous disposons de nombreux modèles de femmes qui réussissent dans toutes les sphères d'activité, mais le plafond de verre résiste encore. J'ai espoir que la génération d'étudiantes et d'étudiants qui fréquentent actuellement les universités brisera ce plafond de verre une fois pour toutes, celui basé sur le genre comme celui qui freine nos concitoyens issus de diversité. Ils réussiront car une grande partie du travail aura été faite par des pionnières comme vous, mesdames. Madame Cherenfant, Madame Henkel, Madame Giraud, Madame Roy, vous tracez le chemin, vous avez tracé le chemin, et l'avenir sera plus facile pour celles qui vont vous suivre que votre passé l'a été pour vous, j'en suis convaincu. Madame la ministre, nous sommes honorés, mais vraiment honorés, de cette première visite officielle. Vous avez déjà fréquenté le campus il y a quelques années, mais on est honorés. Vous êtes toutefois ici en terrain connu parce qu'on m'a dit que vous êtes diplômé de HEC Montréal. Bravo, beau diplôme, belle école, bonne université. Vous serez, Madame la ministre, à même de constater aujourd'hui que notre établissement prend très au sérieux son rôle d'université francophone de stature internationale. Nous nous sommes dotés d'une vision ambitieuse de la francophonie. Nous la voyons, entre autres, comme une force économique qui peut être mise au service du développement humain, ici et ailleurs. C'est pour cerner les contours de cette force et mieux la connaître de l'intérieur que nous avons créé il y a 2 ans l'Observatoire de la francophonie économique qui chapeaute l'événement d'aujourd'hui. Je remercie tous les partenaires, tous les acteurs qui nous ont aidés, en particulier le ministère des Relations internationales et de la francophonie, l'Agence universitaire de la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie. Nous sommes tous partenaires dans ce bel exercice, dans cette belle entreprise que nous avons ensemble. Alors, je dis merci à toutes et à tous de votre présence. Je vous souhaite de passer un excellent moment excitant avec nos panélistes. Merci, mesdames, d'être là. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le recteur. J'invite maintenant Monsieur Abdelrahman Rida à nous adresser quelques mots. Merci, Monsieur Boudarba. Madame la ministre, Monsieur le recteur, Madame la chancelière émérite, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames les conférencières, Monsieur le directeur de l'Observatoire de la francophonie économique, Monsieur le président du conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques et Madame la directrice générale, Mesdames et Messieurs, chers collègues. J'aimerais vous exprimer tout d'abord à vous et à l'Observatoire de la francophonie économique les félicitations et la satisfaction quant au travail effectué par cet observatoire. Cet observatoire qui est normalement et naturellement soutenu par l'Agence universitaire de la francophonie, eu égard à son essence universitaire, mais aussi pragmatique et de terrain. Tout comme l'Observatoire démographique et statistique, l'ODSEF, qui se trouve à l'Université Laval. Et le souhait de l'AUF, c'est que ces deux observatoires, qui sont complémentaires, puissent travailler ensemble, ce qui est déjà le cas. Les colloques organisés par l'Observatoire sur le terrain, il y en a un qui a eu lieu à Dakar, et le prochain, m'a-t-on dit, il aura lieu à Rabat. Ce sont des moments où les jeunes équipes de chercheurs et les jeunes chercheurs du Sud et du Nord se rencontrent sur une thématique importante et innovante qui est celle de la francophonie économique dans tous ses états
et avec tous ces indicateurs, ce qui est important. Nous continuerons à accompagner ces événements par nos implantations régionales à chaque fois que c'est demandé. Et hier déjà, j'ai appelé le recteur de l'Université de Rabat pour lui demander le soutien de notre observatoire. L'observatoire pour l'AUF est une innovation. Et nous organisons fin avril le forum de l'innovation universitaire francophone avec une grande participation des universités québécoises aussi, et l'Observatoire sera présenté comme innovation de l'Université de Montréal grâce à la suggestion de Mme Cormier. L'Observatoire peut aussi compter sur le soutien de nos centres francophones qui se sont mis en réseau dans des universités membres, en Argentine, au Brésil, au Mexique, au Pérou et en Bolivie, dans un premier temps, mais d'autres extensions sont en vue, en plus de nos implantations en Afrique, que ce soit les directions régionales, les antennes ou les campus numériques. Donc l'AUF continuera son action en synergie avec ses universités membres au Québec et en synergie aussi et avec le soutien des ministères du gouvernement du Québec, qu'on remercie, et à titre d'exemple, avec les fonds de recherche du Québec, nous lançons un appel d'offres conjoint sur 3 thématiques que sont la santé publique, la ville intelligente et le numérique éducatif. L'Université de Montréal, qui abrite l'AUF, qui est fondatrice de l'AUF, restera une université membre de premier plan. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Rida. J'invite maintenant Mme la ministre Nadine Giraud à vous adresser la parole. Merci. Alors, Monsieur le recteur, Monsieur le vice-recteur aux affaires internationales et à la francophonie de l'Université de Montréal, Monsieur le vice-recteur de l'AUF, Madame la chancelière émérite, Monsieur le directeur de l'Observatoire de la francophonie économique, Messieurs et Mesdames des corps consulaires, chers panélistes, Mesdames et Messieurs, bonjour. En cette semaine de célébration de la Journée internationale de la francophonie, je remercie l'Observatoire de la francophonie économique de me permettre d'intervenir durant cette première table ronde sur l'entrepreneuriat féminin. L'économie, le monde des affaires, l'entrepreneuriat et la francophonie, ce sont tous des sujets qui me tiennent à cœur et le premier ministre le savait pertinemment quand il m'a donné le mandat de donner une impulsion plus économique au ministère des Relations internationales et de la francophonie. Ce souffle de changement peut pour certains amener certaines craintes ou incertitudes, mais soyez très rassurés. Ce changement de cap vers l'économie se fera en collaboration avec nos différents partenaires, comme nous le faisons aujourd'hui en échangeant sur l'entrepreneuriat féminin en francophonie. D'ailleurs, cette approche économique sera la voie privilégiée du gouvernement du Québec pour qu'il exerce son leadership dans tout. Cela influencera aussi notre attitude en francophonie. Je tiens à souligner l'une des conclusions du rapport produit par l'OFE concernant la situation économique en Afrique francophone. Ce travail a permis d'établir que le modèle de l'OIF, basé sur les 3 piliers d'intervention, soit incubateur d'entreprise, environnement entrepreneurial et échange d'expériences, en cours de mise en œuvre dans plusieurs pays, demeure pertinent pour relever le défi majeur qui consiste à renforcer les capacités entrepreneuriales des femmes et des jeunes en Afrique. Aussi, on ne peut pas se dire leader en francophonie si l'on ignore le dynamisme de l'Afrique. Sur 88 pays membres de l'OIF, 34 sont situés en Afrique. En 2100, 40 % de la population mondiale sera située en Afrique et 30 % de celle-ci aura moins de 35 ans.
Ces pays connaissent également une rapide croissance économique et c'est pourquoi le Québec doit jouer un rôle immédiatement pour se positionner sur le long terme. Également, le Québec doit compter miser sur ses relations privilégiées auprès des membres de l'OIF pour accroître ses échanges économiques avec l'espace francophone. Des liens sont mutuellement bénéfiques pour l'ensemble des partenaires de la francophonie, autant en matière de développement économique, de solidarité, de promotion de l'égalité entre femmes et hommes et de gouvernance. Sur une note plus personnelle, maintenant, le monde des affaires auquel j'ai consacré la plus grande partie en fait de ma carrière, à date, m'a permis de tisser des liens professionnels et d'amitié avec de nombreuses femmes d'affaires aux talents exceptionnels. J'en ai d'ailleurs plusieurs à cette table avec moi aujourd'hui. Certaines, au début de ma vie professionnelle, furent mes mentors. Aujourd'hui, c'est à mon tour de l'être pour des femmes en début de carrière. Cela dit, j'ai travaillé dans des domaines qui, on peut le dire, étaient monopolisés par des hommes. Si on retourne un peu dans le passé, dans le B2B en technologie, on était 10 % de femmes. En sécurité publique, j'étais la seule femme noire cadre. Chez BMO, qui n'est pourtant pas c'est plutôt récent même, j'ai été la première femme exécutive noire à être nommée au Québec. Toutes ces années à travailler dans le milieu des affaires m'ont amenée à constater l'importance de se soutenir entre femmes. Ces chiffres nous le confirment. En 2018, 41 % des PME québécoises appartenaient à des femmes. C'est une donnée importante et encourageante, surtout dans un contexte où nous travaillons à créer des délégations du futur, bref, à transformer notre réseau diplomatique pour qu'il soit en mesure d'encadrer davantage les entreprises et les entrepreneurs qui souhaitent faire de l'exportation. Nos prochains échanges nous permettront d'approfondir la question et de cibler des pistes de solutions, j'en suis certaine. Je nous souhaite donc de fructueux échanges et je profiterai de cette occasion pour souligner l'importance de la Journée internationale de la francophonie. Soyons fiers de notre langue, ici comme ailleurs. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Alors, permettez-moi de vous indiquer brièvement le déroulement de notre activité d'aujourd'hui. Dans un premier temps, je prendrai quelques minutes pour présenter l'Observatoire et son premier rapport. Je vais le faire de façon brève, étant donné le temps. La table ronde commencera immédiatement après. Suivra une période de questions-réponses au terme de laquelle Monsieur le vice-recteur aux affaires internationales francophones de l'Université de Montréal, M. Guy Lefebvre, vous adressera le mot de clôture. Notre activité se terminera par un cocktail dînatoire auquel vous êtes tous conviés. Alors, rapidement, la mission de l'Observatoire, comme je disais tout à l'heure, qui a été créée en 2017, c'est de devenir une ressource de premier plan sur les questions qui touchent la francophonie économique. Et ça va être fait en adoptant une base de données complète sur les économies des pays francophones, des études et de recherche de haut niveau, un réseau d'experts francophones situés partout dans le monde, mais surtout en Afrique francophone, et puis des activités de liaison et de transfert comme celle d'aujourd'hui. Les partenaires, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'Université de Montréal, le gouvernement du Québec, l'OIF et l'AUF. Nous avons un comité consultatif formé de 3 femmes très dynamiques de différents milieux, international, municipal, gouvernemental, etc., et privé aussi, qui nous orientent un peu dans nos activités. Nous avons un comité scientifique aussi situé donc, du Québec, l'Afrique, la Suisse, pour un peu déterminer nos programmes scientifiques et les évaluer. Nous avons un réseau de collaborateurs, une quarantaine d'experts internationaux situés partout dans le monde, au Liban, en Suisse, en France, en Afrique et au Québec. Nous avons commencé la première année à mettre en place 2 programmes de recherche et de formation à la recherche. Le premier programme cherche à contribuer à l'avance et la diffusion des connaissances sur les grands enjeux économiques du monde francophone. Et nous avons mis l'accent dans un premier temps sur l'Afrique francophone. Et nous avons un programme de formation à la recherche pour de jeunes économistes francophones. Le premier programme de subvention à la recherche a concerné 5 équipes en Afrique, en Tunisie, au Maroc, Cameroun, République démocratique du Congo et Bénin, sur des recherches qui portent sur l'entrepreneuriat, l'éducation, l'emploi et les échanges commerciaux. Puis nous avons mis en place un programme de formation de 15 jeunes que vous avez sur la photo, qui proviennent tous d'Afrique, qui sont formés dans des universités africaines, puis qui ont fait des séjours de 3 à 4 mois dans d'autres universités africaines.
Nous avons des activités scientifiques. Nous avons une première conférence internationale que nous avons organisée à Dakar. Nous avons des conférences midi. Nous en avons réalisé jusqu'à présent 6 avec des chercheurs qui sont venus du Maroc, de Suisse, d'Allemagne et de Sénégal et du Québec. Nous avons des tables rondes comme celle d'aujourd'hui, des colloques notamment dans le cadre de l'ACFAS. Ça, c'est la conférence internationale que nous avons organisée à Dakar et à laquelle ont participé une centaine de panélistes et de conférenciers, et avec à peu près 500 personnes qui étaient présentes. Nous avons des publications aussi, un rapport annuel comme celui que vous avez entre les mains, une série de rapports de projets qui découlent des projets que nous finançons, et une série de documents de recherche qui est ouverte à tous les scientifiques et chercheurs du monde francophone. Et là, vous avez nos premiers 4 recherches publiées qui portent sur les diplômés universitaires, sur l'emploi, sur l'entrepreneuriat et ainsi de suite. Donc, le premier rapport que vous avez entre les mains, c'est notre première réalisation. Ça date donc de novembre dernier. Le contexte dans lequel nous avons réalisé ce rapport, c'est la croissance, comme vous l'avez signalé, Madame la Ministre. Il y a effectivement une croissance très significative de la population en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique francophone représente 1 demi-milliard d'habitants. En 2050, cette population va doubler pour être 1 milliard. Et ça va représenter, donc en 2050, c'est encore pas beaucoup, mais c'est 10% de la population mondiale. Mais on voit quand même, on est passé de 4 à 7, puis à 10. Ça augmente de façon exponentielle. C'est l'une des rares régions dans le monde où il y a encore beaucoup de croissance démographique. La force de cette population, c'est la jeunesse. Comme vous voyez dans le diagramme ou la pyramide des âges, dans l'Afrique francophone à gauche et le monde à droite, vous voyez qu'il y a beaucoup de jeunes. En fait, il y a 26% de la population africaine francophone qui a entre 15 et 29 ans. Et les 2 tiers ont moins de 30 ans. Donc, les 2 tiers de la population a moins de 30 ans. Certainement, quand on a une population très jeune, ça amène à lot de défis. Il faut éduquer ces personnes-là, il faut les scolariser, il faut les employer, il faut leur trouver des emplois, mais il faut améliorer leur niveau de vie aussi. Donc, les gens, il faut qu'ils travaillent, mais qu'ils travaillent dans des conditions qui leur permettent d'améliorer leur vie. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a réalisé notre premier rapport. Premier constat intéressant, c'est la place des femmes dans l'économie dans les pays africains francophones. Nous avons constaté une grosse différence selon la région. L'Afrique du Nord, les femmes ne participent pas beaucoup. Par exemple, en Égypte, c'est seulement 24% des femmes de 15 à 64% qui sont sur le marché du travail. Comparativement, par exemple, au Rwanda, aussi 88%. Donc, il y a un écart très important entre les pays. Puis les pays de l'Afrique de l'Ouest se situent entre les deux. Maintenant, le fait que les gens participent beaucoup au marché du travail, ça ne signifie pas nécessairement qu'ils contribuent au développement de leur pays. Ce qu'on constate, c'est que dans beaucoup de pays, le Madagascar en exemple, beaucoup de femmes travaillent, mais sans salaire. Donc ils ne gagnent pas leur vie en travaillant. Au contraire, ils travaillent pour rien. Au contraire, dans les pays où les gens travaillent moins et le taux de chômage est très élevé, comme le Maroc, la Tunisie, etc., il y a très peu de gens qui travaillent, mais leur productivité est beaucoup plus élevée. Qui fait qu'il y a un paradoxe qu'on a constaté en Afrique, c'est que là où les gens travaillent moins, c'est là où la richesse se crée le plus. Ce qui est un peu intéressant dans ce cadre-là. Le taux de chômage est très variable. Le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans. Au Niger, par exemple, c'est 1,5 point. Ce qui est un peu c'est difficile à comprendre. D'un autre côté, vous avez l'Afrique du Nord en général et le Gabon vont présenter des taux de chômage à 2 chiffres. Maintenant, qu'est-ce qui explique toute cette image-là? C'est le fait que là où les gens travaillent le plus, c'est là où il y a des emplois de moins bonne qualité. Donc, c'est des emplois vulnérables, c'est des travailleurs familiaux sans rémunération, aussi des travailleurs autonomes dans les secteurs informels. Donc ça, c'est important. Vous voyez, par exemple, au Burundi, là où le taux de chômage était proche de 0%, c'est là où le taux des emplois vulnérables est proche de 100%. Et à l'inverse, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, où le taux de chômage des diplômés et en général est très élevé, la fréquence des emplois vulnérables est très faible. Maintenant, l'éducation en Afrique. Il y a beaucoup de progrès qui ont été réalisés, c'est sûr. Dans le temps, on voit que le pourcentage des enfants qui sont scolarisés, qui accèdent à l'école primaire, va en augmentant. Il y a des pays comme en Afrique du Nord en général qui assurent plus ou moins une scolarisation à 100% des enfants, mais ça reste encore, dans beaucoup de pays africains, notamment en Afrique subsaharienne, beaucoup d'enfants qui n'ont pas accès à l'école, essentiellement les filles,
dans le milieu rural et issus de personnes de familles pauvres. Donc ça encore, on est un peu encore dans une situation qu'on connaît déjà, mais en 2017, ça existe encore beaucoup d'enfants, notamment les filles, celles des milieux ruraux, qui participent à la scolarité. Il y a des problèmes au niveau de la qualité de l'éducation. Ce qu'on a constaté dans notre rapport, c'est les pays qui ont fait beaucoup de progrès au niveau de la scolarisation des enfants font beaucoup de lacunes au niveau de la qualité de l'éducation. Donc, ils scolarisent beaucoup, mais la qualité est beaucoup moins bonne. Là, vous avez un exemple de jeunes qui n'ont jamais été à l'école, et vous allez voir que Bénin, 34,7% des filles de 15 à 29 ans n'ont jamais été à l'école. Au Togo, c'est 25%. La Tunisie et l'Égypte ont fait beaucoup de progrès, mais par contre, il y a beaucoup de jeunes qui ne participent pas au développement de leur pays. Et là, vous avez, par exemple, l'Égypte a fait beaucoup de progrès au niveau de la scolarisation, mais il y a 34% des jeunes qui sont ni à l'école, ni à l'emploi, au final. Donc, on forme beaucoup pour que par la suite, on n'utilise pas ce capital humain. Il y a un problème de qualité de l'éducation dans le sens où des pays, par exemple, comme la Tunisie, vont dépenser beaucoup d'argent dans le système scolaire, mais les résultats dans les tests internationaux sont très faibles par rapport à d'autres pays qui dépensent moins. Donc, le fait de dépenser plus, ça ne se fait pas nécessairement qu'on forme de bonnes personnes pour le marché du travail, ni non plus, on ne donne pas de bonnes compétences aux gens. Il y a une prédominance du syndrome de diplôme. Les gens vont aller juste chercher le diplôme, puis pas nécessairement le contenu ou la qualité. Et finalement, les gens vont arriver sur le marché du travail avec peu de qualifications pour occuper les emplois qui sont offerts. Et finalement, le fait d'avoir des gens plus scolarisés, ça ne stimule pas la croissance économique. Il y a un problème d'équité aussi très important en Afrique francophone, c'est que la réussite scolaire dépend des conditions socio-économiques des enfants. Donc, les enfants des riches vont réussir mieux que les enfants des pauvres. Alors, vous avez ici ce qu'on appelle le pourcentage d'élèves résilients, c'est les gens qui réussissent à l'école parmi ceux issus des familles défavorisées. Vous voyez, par exemple, le Vietnam et le Canada permettent cette mobilité sociale aux enfants issus de milieux défavorisés. Mais en Tunisie, en Algérie, par exemple, il y a juste 10% qui réussissent dans les tests de mathématiques parmi les enfants issus de familles défavorisées, alors que c'est les 3/4 au Canada et au Vietnam, sachant que le Vietnam, par exemple, dépense moins en éducation que la Tunisie. Vous voyez un peu, ce n'est pas le fait de dépenser plus qui... Donc, il y a un problème d'employabilité. Il y a l'absence de services de placement. Il y a une enquête qui a été faite auprès des jeunes. Il y a très, très peu de jeunes qui reçoivent des services de placement et d'orientation. Les chômages sont généralement de longue durée en Afrique du Nord. Et dans l'Afrique subsaharienne, les gens qui travaillent le sont généralement dans des emplois précaires. L'esprit entrepreneurial. Nous avons constaté qu'en Afrique francophone, effectivement, beaucoup de jeunes veulent créer leur propre entreprise, mais ils ont toujours cette préférence pour l'emploi dans le secteur public. Ça, c'est toujours présent parmi les jeunes. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est que les jeunes qui veulent créer leur emploi ne le sont pas nécessairement parce qu'ils ont ce talent d'entrepreneur, mais seulement par nécessité, parce que c'est un moyen de survie, parce qu'on n'arrive pas à trouver de l'emploi salarial. Mais on pense que l'entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes, sous réserve de dresser les principales contraintes qui pèsent sur lui, peut constituer un véritable moteur de la transformation économique structurelle en vue du développement durable des pays africains. Donc ça, c'est une conclusion qu'on avait tirée. Alors, les principaux obstacles que rencontrent les jeunes Africains qui veulent développer des projets, c'est le manque d'expérience professionnelle, de compétences et de connaissances entrepreneuriales. Donc, ils n'ont aucune connaissance, ça veut dire quoi une entreprise, comment gérer une entreprise. Ils veulent juste créer une entreprise comme ça, mais ils n'ont aucune idée, ça veut dire quoi. Ils n'ont pas de capital relationnel, ils ont des difficultés d'accès au crédit. On va parler de financement. En fait, pratiquement presque 100% de tous les jeunes qui s'installent à leur propre compte vont mobiliser leurs propres fonds familiaux. Il y a des lourdeurs administratives, on peut trouver ça partout, puis il y a des difficultés d'accès au marché. On a ressorti quelques obstacles en Afrique francophone qui sont propres pour les femmes entrepreneurs. C'est les préjugés sociaux. Donc la femme entrepreneur, ce n'est pas toujours bien vu. Des coutumes et traditions. Des fois, les gens ne veulent pas acheter chez les femmes entrepreneurs. Des attitudes chez les femmes aussi, ils ont peur du risque, manque de confiance. Il y a des femmes qui sont entrepreneurs, mais qui n'osent pas prendre le risque. Puis, on a constaté aussi une tendance chez les femmes africaines à ne pas utiliser trop de technologie. J'ai posé la question, ils m'ont dit qu'ils ont peur d'être fraudés. Je ne sais pas quel est le lien entre la fraude et les technologies. Mais... Alors, au niveau de la croissance économique, ce qui est très intéressant quand on compare avec le Québec et d'autres pays, c'est que les pays africains connaissent une croissance très significative, c'est dans les 4-5%
par année, mais cette croissance ne bénéficie pas à tout le monde. Donc on voit que le PIB augmente, mais le PIB par tête n'augmente pas. Et peut-être, entre autres, à cause de la croissance démographique, les plans d'investissement sont insuffisants, le climat des affaires est peu attractif. Là, une conclusion intéressante qui ressort de chapitre 2, c'est que les échanges entre les pays francophones sont en train d'augmenter dans le temps. Par exemple, le pourcentage des exportations des pays francophones vers d'autres pays francophones de l'Afrique donc, sont passés de 49% à 60%. Et les importations sont passées de 41% à 47%. Donc, il y a une tendance, donc, la conclusion était que le fait d'avoir le français en partage, ça peut favoriser les échanges commerciaux. Donc, bien sûr, il y a quelques risques à faire. Donc, de façon générale, nous pensons dans notre rapport que le principal défi que doivent relever les pays africains francophones, c'est de mettre en valeur le riche potentiel que représentent les jeunes et les femmes. Et donc, il faut se doter d'un système éducatif de qualité, qui est accessible à tout le monde, qui assure la mobilité sociale. Il faut promouvoir la participation des jeunes et des femmes au développement économique. Quand je veux dire développement, ce n'est pas seulement accéder à l'emploi, mais participer au développement réel de leur pays, mais aussi de leurs propres personnes et familles. Capitaliser sur la culture entrepreneuriale des jeunes et des femmes en mettant à leur disposition l'information, l'aide et l'accompagnement nécessaires. Alors, c'était brièvement, vous avez le rapport entre les mains, donc vous pourriez le lire à tête reposée. Alors, permettez-moi maintenant de vous présenter une personne exceptionnelle, Madame Louise Roy, qui de 2008 à 2018 était chancelière et présidente du Conseil de l'Université de Montréal. Elle a été d'ailleurs la première femme à être nommée à ce poste. Elle est actuellement présidente du conseil d'administration du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations connu sous le nom Cyrano, et administratrice de Montréal International et de la Fondation du Concours international musical de Montréal. Donc, je vais juste vous résumer quelques notes biographiques parce que vraiment, c'est exceptionnel. Je ne voudrais pas prendre plus de temps. Madame Roy était présidente du conseil au Conseil des arts de Montréal de 2006 à 2012, administratrice de la corporation financière Power, d'Intact Corporation financière, de l'Institut des administrateurs de sociétés, de Provigo Inc., de la Banque Laurentienne du Canada, de Vidéotron, de Domtar Corporation. Elle a été chef de la direction de la Société de transport de Montréal de 1985 à 1992, vice-présidente exécutive pour les Amériques d'Air France au siège de Paris de 1994 et 1997, chef de la direction de Télémédia Communications Inc. de 1997 à 2000 et vice-présidente exécutive de l'Association internationale des transports aériens, IATA, de 2000 à 2003. C'est donc un grand plaisir et un grand privilège de l'avoir avec nous aujourd'hui et nous la remercions vivement d'avoir accepté d'animer la présente table ronde. Madame Roy. Madame Roy, je vous cède le micro. Merci beaucoup. C'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Et sans plus tarder, je voudrais saluer tous les gens qui sont ici dans la salle et vous dire que c'est un grand plaisir pour moi de revenir à l'Université de Montréal où j'ai passé de nombreuses années et c'est mon alma mater et je suis toujours très fière d'y revenir. Merci de m'avoir invité à animer ce panel, une table ronde de femmes exceptionnelles. Et je vais vous les présenter, je vais dire un petit mot sur chacune. On est dans une enceinte un peu formelle, mais on va essayer de faire un panel plutôt informel et d'avoir du plaisir à écouter ce que chacune a à dire. On va passer à peu près 1 heure ensemble. On voudrait s'assurer qu'à travers cette heure-là, on puisse mieux comprendre la situation au Québec. Je vous remercie de nous avoir vraiment sensibilisés à ce qui se passe du côté africain et comment on peut faire des liens éventuellement. Mais là, on va se concentrer un peu sur ce qui se passe au Québec, sur le potentiel de l'entrepreneuriat ici. Ce qui ressort de votre exposé rapidement, c'est quand même qu'on a un talent extraordinaire à travers nos pays et que ce talent-là, on doit le mettre en avant et s'assurer qu'on a les moyens de le faire fleurir. Alors, Madame la ministre Nadine Giraud a un parcours exceptionnel avant d'arriver en politique, ce qui est récent, en octobre dernier.
Elle a fait le saut, il faut saluer, parce que des femmes en politique, ça prend beaucoup de courage pour le faire. Elle a travaillé dans des domaines extrêmement compétitifs. Elle a travaillé dans le secteur des technologies de l'information. Elle a été au service de la police de la communauté urbaine pour faire en sorte de développer un concept unique de formation très proactive. Et elle a été pendant 15 ans dans le domaine des institutions financières, où elle a exercé son leadership pour implanter une culture, disons, axée sur le changement dans ces institutions-là. Et je suis très contente de la voir à la table aujourd'hui parce qu'elle n'a pas eu l'expérience d'être un entrepreneur, mais elle a été de l'autre côté, du côté des institutions financières qui ont, au fond, à accueillir la demande des entrepreneurs. Donc, ça va être intéressant d'avoir son point de vue à ce niveau-là en tant que ministre et aussi en tant que personne qui a été impliquée dans le domaine des institutions financières. Comme le soulignait le recteur, elle est une diplômée de HEC Montréal et elle a obtenu la médaille d'argent en 2002 pour son MBA en services financiers à l'Université du Québec à Montréal. Donc, merci beaucoup, Madame la ministre, d'avoir accepté de participer à ce panel. Madame Henkel, Danielle, tout le monde la connaît, ça ne donne rien de la présenter. C'est une passionnée. C'est la passionnariat de l'entrepreneuriat féminin au Québec. Elle a su vraiment, par sa personnalité et par son travail, s'imposer dans des multiples réalisations. Elle est fondatrice et présidente, directrice générale des entreprises Danielle Henkel. C'est pas un empire encore, mais ça s'en vient bien. Elle a lancé récemment une plateforme télévisuelle numérique qui s'appelle Danielle Henkel TV, entièrement dédiée à outiller les petites et moyennes entreprises et à offrir aussi une visibilité aux entrepreneurs en région. On va pouvoir en savoir un peu plus long parce que Danielle Henkel, elle a fait beaucoup pour aider les femmes entrepreneurs, les petites et moyennes entreprises. Donc, elle a une histoire aussi personnelle exceptionnelle. Vous avez publié une biographie et vous êtes comme votre autre collègue que je vais présenter, Déborah Cher-Enfant, vous êtes deux femmes ici, entrepreneurs issues de l'immigration. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant parce que vous allez pouvoir, on va, dans notre conversation, mettre un peu d'emphase là-dessus aussi. Déborah Cher-Enfant, une entrepreneure née aussi, et qui est fondatrice du studio créatif Atelier Coloré et du bloc d'affaires au féminin Modèle. Et votre travail, votre leadership a été reconnu. Vous avez été prix Femme de mérite du Y des femmes dans la catégorie entrepreneuriat. Personnalité de la semaine aussi de la presse. Vous êtes une conférencière TED et vous êtes aussi une femme très impliquée comme administratrice de la Fondation Campé. On connaît plein de gens intéressants qui ont été à l'origine de cette fondation-là, dont Dominique Anglade et Madeleine Féquière, qui est membre de notre conseil d'administration ici à l'université. Vous êtes une experte en entrepreneuriat et vous essayez de plus en plus de mettre votre expérience au profit de d'autres. Aujourd'hui, BCF Imagine, qui est une organisation de services juridiques et d'affaires qui aide les startups technologiques. Donc, vous êtes aussi membre du Conseil du statut de la femme et vous avez été choisie comme lauréate du mois de l'histoire des Noirs en 2019. Alors, écoutez, on a un panel formidable et je vais lancer la première question à vous, mesdames, par quelques chiffres. Statistique Canada, les plus récentes statistiques qui datent quand même peut-être de quelques années, mais je pense que ça n'a pas beaucoup bougé, nous disent qu'au Québec, on a 257 000 entreprises sur à peu près 1,2 million au Canada et que la part totale des entreprises qui appartiennent à des femmes ou qui appartiennent, grosso modo, moitié-moitié entre hommes et femmes, est la plus faible au Québec. Elle est la plus faible, à travers le Canada. Le Québec est, au fond, la province qui a le taux le plus élevé d'hommes, 74 %, et pour les femmes, c'est autour de 24 % femmes propriétaires, en totalité ou en partie. Et ce chiffre-là m'a dérangée parce que la question, c'est pourquoi? Pourquoi au Québec, on a moins de femmes entrepreneurs qu'à travers le reste du Canada? Et j'aimerais avoir vos commentaires là-dessus pour démarrer un peu cette conversation entre nous, pour qu'on puisse après peut-être passer à comment on peut
je dirais, rencontrer ces défis-là? Est-ce qu'il y a des obstacles particuliers? Mais j'aimerais avoir vos commentaires sur cette statistique-là. Madame la ministre. Un, deux. Oui, ça va. Alors, c'est une statistique, malheureusement, qui ne me surprend pas. Puis je vais peut-être le prendre du côté pas juste de mon côté de ministre, mais de mon côté de banquière aussi. Quand j'étais dans le domaine des banques, évidemment, je faisais beaucoup de conférences, j'avais des grandes équipes dans mon réseau, et on discutait souvent, non seulement juste de l'entrepreneuriat, mais du commerce en général. Et en général, on avait très peu de femmes qui venaient présenter les dossiers. Donc, je ne peux pas dire que ça m'étonne vraiment d'avoir un si faible pourcentage. Je pense qu'il y a plusieurs causes à ça. Une des causes, entre autres, ce serait, par exemple, que les femmes ont tendance à beaucoup plus s'engager dans des domaines universitaires ou dans des domaines professoraux, de profession, je veux dire, pas de professeurs, mais de profession, au lieu de se lancer en affaires. Elles sont souvent plus encouragées aussi à aller vers des professions ou des métiers que d'aller vers l'entrepreneuriat. Donc, je pense que ça remonte à très loin. Et d'autre part, il ne faut pas se leurrer non plus, quand elles arrivent pour aller chercher du financement, c'est souvent beaucoup plus difficile d'avoir du financement. Il y a plusieurs statistiques qui ont été sorties là-dessus, puis je ne les ai pas en tête, mais et de façon générale, je pense que quand une femme arrive, puis peut-être que, mesdames, vous pourrez compléter là-dessus, mais je pense que quand une femme arrive pour donner du financement, elle n'est pas considérée de la même façon que quand un homme va aller chercher du financement ou quand une équipe d'hommes va aller chercher du financement. Et ça, on le voit beaucoup aussi quand on parle, par exemple, ne serait-ce que des postes plus seniors. On regarde, par exemple, dans les postes où on a beaucoup plus de responsabilités ou de pouvoir. Qu'on parle des postes exécutifs, qu'on parle des postes, par exemple, les mairesses. Au Québec, on a 19 de mairesses. On a 35 de femmes au niveau des conseils municipaux, mais on n'a que 19 de femmes au niveau des mairies. Quand on parle des CA, on était encore en train de parler d'ajouter des femmes dans les conseils d'administration. Au niveau du gouvernement, bon, on a mis une règle très stricte qu'on doit avoir 50 de femmes dans les conseils d'administration, mais dans les entreprises, on est loin de là. On a encore des entreprises, puis je ne donnerai pas de nom pour ne pas leur faire honte, mais on a encore des entreprises où on n'a à peu près pas de femmes sur les conseils d'administration. Donc, ça fait en sorte qu'on est loin de l'entrepreneuriat, mais je pense que quand on regarde à tous ces postes qui demandent beaucoup plus pas qui demandent, mais qui donnent beaucoup plus de pouvoir, d'influence, les femmes sont beaucoup, beaucoup moins présentes et pour toutes sortes de raisons. Dont on pourra reparler. Oui. Danielle, quelques commentaires là-dessus? Tout d'abord, merci. C'est un véritable plaisir d'être parmi vous. Et puis ce panel, je crois, va probablement, à notre façon chacune, d'amener un petit peu plus de lumière parce qu'on a tous des impressions différentes, je crois, de terrain aussi. Alors, je commencerai par dire que il faut d'abord remercier le progrès qui est quand même fait. Alors, je crois qu'on oublie souvent, on parle de ce qui reste à faire, mais des femmes comme vous, Madame Roy, ont tracé le chemin et aujourd'hui, nous nous retrouvons à parler de potentiel et comment augmenter le potentiel des femmes grâce à ce parcours, numéro 1. Ensuite, je vais me servir d'une statistique qui vient un peu, peut-être nous faire un peu de bien. C'est un rapport qui a été présenté en 2017 par la Caisse de dépôt et de placement du Québec et réalisé en partenariat avec l'Institut d'entrepreneuriat Banque nationale, HEC Montréal et Léger, qui établit les faits suivants. Les femmes représentent environ 40% de l'ensemble des propriétaires d'entreprises au Québec. Cette proportion est plus élevée cependant chez les chefs d'entreprise de 18 à 34 ans, à 43%, et dépasse même celle des hommes dans les entreprises créées il y a moins d'un an, où la proportion des femmes passe à 52%. Alors c'est encourageant, c'est très encourageant. Maintenant, si on estime les raisons qui font que l'intention, elle est élevée, mais est-ce que le passage à l'action est aussi élevé? Non.
Est-ce que le maintien après le passage en action, c'est-à-dire de devenir entrepreneur, est élevé? Non. On tombe de 19% des intentions à 5% et même à 3%. Donc, il y a une régression. Pourquoi? Entre autres, sur le terrain, vous avez parlé tout à l'heure de votre expérience, Madame la ministre, en tant que banquière. Alors, moi, je peux vous dire ceci, et ça a été prouvé, encore une fois, scientifiquement. Donc, merci à tous ceux qui font des études, parce que ça nous permet, par la recherche, de nous questionner correctement et d'apporter des réponses correctes. Un homme, lorsqu'il présente une demande de prêt, d'abord, sa façon d'être, la façon dont on l'a éduqué, c'est de toujours être très confiant. Et en même temps, le risque pour lui, c'est comme normal. Voilà, c'est pourquoi pas? Qu'est-ce qui peut arriver? Alors ça, c'est la première réflexion. La femme, elle, va être beaucoup plus dans la conscience de sa responsabilité collective et familiale, bien sûr. Personnelle, familiale, collective. Deuxièmement, cet homme, lorsqu'il va se présenter, le vis-à-vis qu'il a, ça peut être une femme, généralement ce sont encore beaucoup d'hommes au niveau des décideurs financiers, eh bien, on va le considérer sur, incroyable, son potentiel. Lorsqu'une femme se présente maintenant, elle est considérée et évaluée suivant son résultat actuel. Et on oublie complètement son potentiel. Et malheureusement, c'est ce qui fait que nous sommes en régression dans l'accessibilité à ces financements, oui, tout à fait. Mais il y a aussi un autre facteur intéressant, c'est que les femmes, pour une raison que je cherche encore, il va falloir qu'on essaie justement de creuser, c'est cette accessibilité aussi à l'information. On dirait que nous sommes tellement dans le faire et qu'on veut tellement bien faire qu'on oublie de se renseigner, d'aller chercher les programmes. On n'a pas ça, donc il va être urgent de pouvoir faciliter cette accessibilité à l'information pour que les femmes soient capables d'avoir cet accès justement plus simplement. Et aussi, et je termine là-dessus. On pourra peut-être Oui. approfondir Oui. au fond tout ça après. Parfait. Je vais demander à Déborah de nous dire un petit mot là-dessus. Oui. Merci beaucoup, Madame Roy. C'est toujours déstabilisant de parler après Madame Henkel, donc imaginez parler après Madame Roy et Madame Giraud. Très rapidement, pour enchérir sur ce que mes copanélistes ont déjà énoncé, je pense que on pourrait expliquer peut-être la régression, le fait qu'au Québec, on a moins de femmes entrepreneurs qu'à travers le Canada, par beaucoup plus des contextes sociaux, dans le sens où ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est très récent, en fait, l'acceptation de l'entrepreneuriat comme voie de carrière ou même comme chemin vers le succès. Donc, je me rappelle, et moi, ça fait 14 ans que je suis ici, je me rappelle la toute première stratégie québécoise en entrepreneuriat, ça date de 2007. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il faut quand même prendre ça en compte. Et comme Mme Henkel le disait, il y a la notion faut prendre conscience du progrès qui a été établi au cours des dernières années, et on le voit à travers différents programmes, initiatives, projets, organisations qui existent également pour promouvoir cette place, cette représentation et ces projets soutenus par des femmes. Donc, il y a quand même du travail qui a été fait. Quand je mentionnais les aspects contextes sociaux pour un peu expliquer ce que Mme Roy disait, c'est que je n'étais pas là, mais ce que j'ai lu, en tout cas dans les années 80 au Québec, ça prenait quand même l'époux d'une entrepreneure pour aller demander un financement. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quand même 30 ans. Il faut aussi prendre conscience que la société est en train d'avancer dans cette direction-là, mais il n'y a pas si longtemps où la compréhension ou l'acceptation d'une femme entrepreneur, c'était encore très, très, très difficile.
Donc, ceci étant dit, je pense que il y a aussi ce retard-là qu'on est en train d'accuser par ces effets-là ou cette réalité qui existait dans les institutions bancaires ou financières ou autres. Mais ce dont on doit se réjouir aujourd'hui, et Daniel le mentionnait avec les statistiques de l'indice entrepreneurial québécois qui est publié tous les ans, c'est que la situation est en train de changer en termes d'intention d'entreprendre, en matière de projets soutenus, financés par des femmes. On commence à voir de véritables changements, mais, et ça je vais le laisser pour la suite qu'on va détailler, mais il y a quand même du travail à faire en termes d'ambition, d'estime de soi ou même en termes de montant demandé, parce que j'ai cru entendre financement, puis je ne vais même pas encore ouvrir cette boîte de Pandore. Les femmes encore demandent moins de financement parce que même pour un projet à compétence égale ou même à vision égale, un projet déposé par une femme versus un projet déposé par un homme, une femme va demander 4 à 6 fois moins. C'est pas que le projet nécessite moins, c'est parce que, et là, permettez-moi cette grande généralisation, une femme, quand on va beaucoup plus miser sur ce qu'on a présentement, on veut, comment je pourrais dire, on veut sécuriser plusieurs acquis, on ne veut pas trop dépenser, on ne veut pas prendre trop de risques parce qu'on ne veut pas trop perdre. Donc, c'est beaucoup plus une peur de trop perdre et surtout mettre en péril notre famille, nous, nos enfants, l'avenir de nos enfants, qui nous préoccupe beaucoup plus. Donc, c'est pourquoi on aura tendance à aller demander moins pour des projets qui nécessitent beaucoup d'argent. Donc, quand on part déjà avec un projet 4, 5, 6 fois moins de financement qu'un homme, donc c'est sûr que notre croissance va être plus lente et la taille du projet aussi va être plus petite parce que le projet, on va commencer une très petite entreprise. Après, le passage à une PME, ça va encore prendre plus de temps. Donc, il y a tous ces éléments-là dont il faut prendre en compte pour expliquer un peu pourquoi, par rapport au Canada, on est encore, je ne dirais pas en régression, mais on est derrière, mais ça change. Moi, je pense que c'est des propos encourageants, mais disons que ce n'est pas suffisant parce qu'il faut qu'on puisse faire une vraie différence. Moi, j'aimerais ça qu'on prenne l'occasion devant le public ici, peut-être de mieux vous connaître comme femme entrepreneur, en vous posant la question à chacune d'entre vous, peut-être de nous identifier sur votre parcours à chacune. Qu'est-ce que vous avez constitué, qu'est-ce que vous considérez, qu'a été peut-être votre plus grand défi et qu'est-ce qui vous a le plus aidé à surmonter ce défi? Parce qu'à travers chacune d'entre vous, on va aussi comprendre un peu mieux comment peut-être ce potentiel peut finalement éclore, parce que vous êtes des exemples. Et je vais revenir tout de suite à vous, Déborah. Oui. Alors, le plus grand défi est... Et ce qui vous a le plus aidé? Vous avez rencontré des obstacles. Donnez-nous peut-être une idée des obstacles. Alors, je mis défi, je pense à obstacles. C'est un peu ce que je voudrais qu'on discute. Puis aussi, qu'est-ce qui vous a le plus aidé à surmonter ces obstacles? Peut-être c'est une question de personnalité, mais les plus grands obstacles auxquels j'ai été confrontée sont vraiment inhérents à ma personne, je dirais. Donc, la confiance en soi, ce qu'on dit, encore une fois, une généralisation que les femmes ont beaucoup plus de mal avec. Donc, je pense que la confiance en ma capacité à faire un grand projet, parce qu'encore une fois, je voulais minimiser les risques. Je vous ai dit que je suis venue ici il y a 14 ans. Donc là, c'était... Est-ce que je vais mettre en péril l'argent investi par mes parents dans le cadre de mes études universitaires qui ont coûté quand même très cher, parce qu'on était, je dis on parce que ma sœur est là, on était étudiante étrangère. Donc, c'était toute cette réflexion de est-ce que tout de suite après mes études, je vais me lancer dans un projet d'affaires qui va quand même gruger des sous. Donc, je pense que ça, c'est le premier obstacle de est-ce que j'y vais en risquant de perdre beaucoup d'argent. Donc, qui revient encore à la notion que je mentionnais de peur de perdre beaucoup de choses. Mais sans surprise, je pense que l'accès au financement a été quand même un élément crucial parce que moi, je suis dans le domaine de la mode. J'ai commencé avec des accessoires de mode à travers Coloré et c'est un domaine, sans surprise, qui n'est pas très viable, ou du moins, ce n'est pas un domaine qui est souvent soutenu. Donc, tout ceci m'étant mis ensemble, fait en sorte qu'on démarre petit, on démarre avec ses économies, on démarre avec ce qu'on a à sa disposition, c'est-à-dire ses sœurs, son frère, son entourage très, très, très proche, parce qu'on veut faire plus avec ce qu'on a. Vos anges. Nos anges, exactement, nos anges investisseurs, ou du moins nos anges qui contribuent et collaborent. Donc,
Donc, moi, ça a été un des plus grands obstacles et qui explique l'accès au financement. J'ai eu accès à des bourses, des concours, mais c'est vrai qu'au niveau prêt, et encore une fois, peut-être que j'étais trop tôt dans le processus, l'historique de crédit, en effet, m'a fait du tort parce que je suis arrivée en 2005, j'ai étudié. En 2009, je voulais tout de suite créer, mais je n'avais pas ni encore travaillé. J'étais étudiante, j'étais vraiment toute fraîche. Donc, c'est sûr que l'historique de crédit a été impéré. Ce qu'on entendait peut-être beaucoup plus il y a 10 ans, qui est peut-être moins quelque chose qu'on entend aujourd'hui parce que je pense que les banques ont mis véritablement le paquet pour faire en sorte qu'on entende moins cet élément-là auprès des nouveaux arrivants. Mais je dirais, ouais, confiance en soi, confiance en ses capacités et le courage, l'ambition de demander du financement adéquat par rapport à son projet, mais aussi de pouvoir accéder à ce projet. Puis je vais peut-être le garder pour plus tard, c'est la notion de discrimination, puisqu'il faut aussi parler de cet enjeu-là. Il faut nommer les choses pour être en mesure de les changer. Parce qu'une femme noire qui demande du financement pour un projet dans le domaine de la mode, c'est sûr qu'il y a des a priori négatifs. Et je ne parle pas de personne en particulier, mais je parle de discrimination systémique et pas de discrimination systématique. Il faut faire la nuance. Et ça aussi, il y a des préjugés parce qu'on se dit, en plus, j'utilise un tissu qui provient d'Afrique de l'Ouest et des Antilles, donc on se dit donc elle s'adresse, ce qui est logique comme raisonnement, je peux comprendre, mais qui n'est pas vrai parce que là aussi, on ne voit pas le potentiel de la chose, dans le sens où j'utilise des tissus dits africains, donc je m'adresse à la communauté africaine. Combien de populations africaines il y a à Montréal, au Québec? Donc c'est très peu. Donc en termes de viabilité économique, le projet ne va pas très loin. Donc, je pense que c'est un raisonnement logique en termes quantitatifs, mais qui pourrait miner beaucoup d'opportunités pour beaucoup de personnes comme moi qui pourraient porter des projets similaires alors qu'il y aura un véritable potentiel. On va passer peut-être à Danielle pour qu'elle nous fasse un peu ses commentaires. Je reviendrai peut-être après sur qu'est-ce qui vous a aidé. Comment vous avez vécu votre soutien? Peut-être qu'on pourra faire un petit tour après. Danielle. Bien, les défis sont liés à l'immigration, bien sûr. Le fait Déborah parlait de discrimination de couleur. Moi, je suis blanche. Je parle 4 langues. Je suis arrivée avec une feuille de route quand même intéressante, avec des accomplissements. Mais lorsque je suis arrivée ici, la première des déceptions a été de trouver tout simplement un travail décent et un salaire décent. Alors, un petit rappel, je faisais presque 100 000 $ US en 90, puisque je travaillais pour le département d'État américain. Et arrivé ici avec mes fiches de paye, je ne savais pas non plus comment il fallait se présenter. Donc, ça aussi, c'est un handicap. C'est qu'on n'est pas accompagné peut-être adéquatement à faire les choses lorsqu'on arrive dans un pays totalement inconnu où les règles et les lois sont différentes. Et donc, on m'a offert 17 000 $ canadiennes. Ça vous donne une idée un petit peu de une énorme différence avec 4 enfants. Bon, alors, les obstacles ont été définitivement, j'ai trouvé bien sûr du travail parce que j'ai voulu apprendre en accéléré comment ça fonctionne et je me suis lancée en affaires 7 ans après mon arrivée. J'avais donc la responsabilité d'une maman malade et 4 enfants et je me suis préparée adéquatement avec une belle présentation financière et le grand obstacle a été le financement. Alors on m'a regardé avec un beau sourire et on m'a dit « Waouh, quelle passion !» mais retournez faire vos devoirs. Et là j'ai dit « Mais retournez faire mes devoirs comment ?» Je demande 5 000 $ de marge de crédit, là. 5 000 $. Alors, j'avais 25 000 $ qui m'étaient offerts pour vous montrer le processus. Et ça, il faut le réfléchir parce que ça existe encore. Le processus était, je te donne 25 000 $ par la BDC, mais étant donné que je suis une banque, pas à charte, pardon, gouvernementale, tu dois aller chercher une banque à charte qui va t'accompagner. Alors, j'avais un 25 000 $, je ne pouvais pas y toucher, parce que la banque à charte ne voulait pas me donner 5 000 $. Alors, il a fallu, parce que c'est une question personnelle et une volonté de réussir, c'est aussi basé sur le fait que lorsqu'on immigre, et ça c'est important à dire, on n'immigre pas parce que c'est un plaisir ou un jeu, on immigre parce qu'on est à la recherche d'une meilleure vie pour nous ou nos enfants.
et pour participer à l'essor de ce pays ou de cette province dans laquelle on est. Et donc, je me suis dit, ben, j'ai choisi de venir au Québec, je vais me relever les manches. Alors, je reviens sur le financement, je reviens sur la discrimination, absolument, et non pas juste personnelle, mais sur le potentiel. C'est la discrimination du potentiel des femmes et du fait que nous ne pensons pas pareil, nous ne réagissons pas pareil et nous n'évaluerons pas le risque de la même façon. Alors, pour essayer de changer mon vis-à-vis, ça va prendre énormément de temps. Donc, ce que je dis, c'est au lieu de changer le vis-à-vis, essayons-nous de comprendre comment on peut ensemble essayer de faire en sorte que ce soit un petit peu plus simple pour nous. Le troisième et dernier point, c'est apprendre à demander de l'aide. On ne sait pas demander de l'aide. Moi, la première. Je commence à apprendre à demander de l'aide. On ne sait pas. On nous a pas appris, puis c'est pas nous. Donc, l'important, c'est les réseautages, les réseaux. Et encore là, c'est à repenser. Parce que réseauter, c'est une chose, mais réseauter, vous le savez bien, on se tient entre nous. Je vous arrête. Oui. Je vous arrête tout de suite parce qu'on y reviendra sur les moyens. Parfait. Mais vous m'avez vraiment pavé la voie pour que Madame la ministre, ancienne bancaire, réagisse sur cette question-là. Financement, la question de comment on évalue le potentiel quand les femmes se présentent. Est-ce que vous avez vécu des expériences comme celle-là? J'étais pas, moi, impliquée dans l'évaluation du financement quand les femmes venaient faire du financement. Mais si je peux, je ferai un parallèle, par exemple, avec mon rôle de gestionnaire dans les banques. Parce que tout ce que vous avez dit de votre façon d'être quand vous avez été chercher du financement au niveau de vos entreprises, c'est exactement la même chose pour les jeunes femmes en entreprise quand on veut les pousser à se présenter pour des promotions. C'est exactement la même chose. Puis si je prends juste un petit aparté de l'entrepreneuriat pour ma propre carrière personnelle, parce que moi, je dis toujours, j'ai un esprit de millénium et dans un corps de baby boomer, parce que j'ai fait à peu près 8 carrières dans ma vie. Et à chaque fois, c'était justement le goût du risque, le goût de changer quelque chose, le goût de faire quelque chose de différent. Et à chaque fois, j'avais des commentaires justement sur le fait, mais t'es folle, pourquoi tu t'en vas là-dedans? Tu as un bon poste, ça va bien, pourquoi tu changes? Et je suis certaine que comme entrepreneur, vous avez reçu ces commentaires-là aussi de gens qui étaient très près de vous aussi. Moi, c'était même des amis proches là, qui me disaient des choses comme ça. Et en entreprise, quand on a des jeunes femmes, qu'on mentor des jeunes femmes, on les mentore exactement sur la même chose. La confiance en soi, comment te présenter, comment tu regardes le risque, prendre le risque, aller foncer. Justement, puis quand on parle de vous parlez de financement, le salaire. Les femmes demandent des salaires en négociation qui sont 10, 15, 20 de moins que leurs collègues masculins. Et elles sont plus compétentes. Donc, tout ce que vous avez dit, ça s'arrive vraiment exactement à la même chose mais en entreprise pour aller chercher quelque chose. Oui. Je pense que c'est un très bon point. C'est un très bon point. Puis au fond, dans les obstacles que vous mentionnez, bon, il y a la question, évidemment, vous avez mentionné la question du financement, mais toutes les trois, vous parlez de culture, au fond. Vous parlez de comment on socialise les filles, à quelque part, pour sortir de leur zone de confort et de prendre des risques. Et vous avez chacune, à votre manière, mentionné cet élément-là. Alors, peut-être qu'on pourrait, compte tenu de l'heure, puis je pense que les gens dans la salle, puis on a encore 2, 3 points que je voudrais aborder avec vous, j'aimerais ça qu'on parle des pratiques, des meilleures pratiques, de qu'est-ce qu'on peut faire pour être en mesure d'aller chercher ce potentiel peut-être plus tôt. Comment on fait pour celles qui se sont risquées, entre guillemets, dans cette aventure, comment on peut mieux les accompagner. On a parlé tout à l'heure de réseautage. Je sais que Daniel a des opinions là-dessus. Peut-être vous pourriez y aller, Daniel, sur les pratiques, les meilleures pratiques. Est-ce qu'on en a ici qu'on peut, au fond, montrer au monde ou est-ce qu'on peut aller les chercher ailleurs? Moi, j'aimerais avoir un petit échange de chacune d'entre vous là-dessus.
Mais écoutez, je pense que nous apprenons à justement nous former pour accompagner des femmes, que ce soit en entrepreneuriat ou intrapreneuriat. Il y a des organisations comme le Réseau des femmes d'affaires du Québec, Madame Vachon ici présente. Il y a des réseaux comme Femmes Essor qui ont été créés et qui accompagnent non seulement par des conseils, mais du financement aussi les femmes qui sont dédiées aux femmes. Il y a plusieurs organisations qui, aujourd'hui, volontairement font tout ce qu'ils peuvent aussi pour accompagner les femmes. Ce que j'aimerais dire en tant que réseautage, il y a aussi le mentorat. Oui. C'est important. C'est pas toujours simple de faire du mentorat ou de demander à être mentoré, parce que c'est aussi une question de temps et qui peut me mentorer? Donc, il y a le réseau M, il ne faut pas l'oublier, qui est très actif et j'invite vraiment les femmes, les hommes, peu importe, mais les femmes beaucoup à aller là parce qu'il y a des réponses, mais pour des solutions, en tant que solution. Vous savez, 99% des entreprises canadiennes 99% sont des petites et moyennes entreprises. 99. En bas de 100 employés. Oui. C'est ça. Et nous avons, au Québec, 16 à peu près % de femmes à la tête d'entreprises, je disais tout à l'heure, mais réelles, complètes. Puis on parle sur toute la totalité de ces chiffres-là que nous avons plus des 3/4 qui sont seuls dans l'entreprise. Donc, propriétaire unique. C'est pas normal. Donc, l'accès... Ce sont presque des travailleurs autonomes. Ce sont des travailleurs autonomes. Et donc, ce que j'aimerais relever ici, c'est, je crois qu'il est temps, une solution simple. Et je pense qu'il y a un organisme dont Mme Vachon fait partie aussi, c'est le WeConnect. Je crois que les grands donneurs d'ordre aujourd'hui doivent, et quand je parle de grands donneurs d'ordre, je parle aussi d'entreprises, quelles qu'elles soient, gouvernementales, qu'elles soient privées, doivent plus penser à donner des contrats, à allouer des contrats à des plus petites entreprises, mais qui sont à propriété féminine. On n'y pense pas, on y va dans la routine. Donc, on fait affaire avec telle organisation, grande organisation, qui généralement est à propriété masculine, parce qu'on fait affaire avec, mais on ne pense pas que dans les technologies, en agriculture, dans tous les domaines, il y a des femmes d'exception qui sont aujourd'hui propriétaires d'eux. Alors, commençons à poser la question. Est-ce que vous pouvez me trouver dans tel... Je veux donner 5 contrats cette année à des entreprises du Québec qui ont un potentiel. Ça, ce serait déjà une première belle solution. Et ça permettrait justement d'aider à faire grandir nos entreprises à vocation féminine. Des commentaires, dépendants? Daniel a volé mon punch. En fait, c'est un moyen que je trouve concret, dynamique et surtout auquel, comme elle l'a mentionné, auquel on ne pense pas. Donc, j'avais pas remarqué que Ruth était dans la salle. En effet, Ruth, c'est un dossier qu'elle porte avec dynamisme depuis quelques années maintenant. Et cet aspect de pouvoir inciter les institutions, les organisations, les entreprises, les grandes entreprises à donner des contrats ou juste au moins à regarder d'autres options parmi les options qu'ils utilisent déjà. C'est à travers le réseau WeConnect, en effet international, qui valorise les entreprises à propriété féminine, donc qui ont au moins 50 ou 51% des femmes. 51, merci. Des femmes propriétaires. Vous faites référence à quelqu'un là? Oui. 51% des propriétaires de l'entreprise qui sont des femmes. Donc, ça, c'est un moyen concret. D'autres initiatives, peut-être à l'international ou qui ont une saveur internationale dont on pourrait s'inspirer en matière de pratique. Moi, il y a une initiative qui m'inspire beaucoup, s'appelle SheEO. Donc, qui est beaucoup plus en matière de financement, donc qui a pris un pari, un défi d'inciter un certain nombre de femmes de mettre $1,000 pour être en mesure de financer des projets soutenus par des femmes entrepreneurs. Donc là, on est dans le concret. Et l'objectif à travers le Canada, et même si depuis les 3-4 dernières années, ça s'est implanté dans d'autres pays, c'est d'aller chercher des femmes dans le monde des affaires, dans le monde public ou autre,
de vraiment mettre 1 000 $ et de créer un fonds, ce fonds d'1 milliard de dollars pour faire en sorte qu'on puisse avoir du financement créé par des femmes pour des femmes entrepreneurs. Donc, là où on est confronté à des obstacles, là, on crée au moins des solutions. Puis, une initiative similaire qui vient du Québec, qui est toute récente, en fait, ça fait 2-3 semaines, s'appelle le $1 Billion Fund, Oui. qui a été lancé, dont ABCF ont fait partie également, qui est justement de prendre ce pari-là. André-Lise Méthode. Exactement, André-Lise Méthode et Joanne Sévigny qui portent ce dossier-là. Et c'est encore une fois un pari très simple, c'est de se dire, écoutez, on va tenir un baromètre un peu de ceux qu'on met comme argent, comme financement dans les projets tech soutenus par des femmes, et on va voir où on se rend d'ici 2022, je pense, qui est l'objectif, de voir si on atteint le 1 milliard de dollars de fonds investis dans les projets tech, puisqu'on a réalisé que c'était des projets qui recevaient moins de financement que ceux portés par des hommes. Donc là, c'est une solution concrète à un problème. Et ce n'est pas de créer un nouveau fonds, c'est là où c'est encore plus intéressant parce qu'il y a des nouveaux fonds qui se créent, mais c'est de dire, écoutez, il y a plusieurs fonds qui existent. Pouvons-nous suivre un peu, tracer ce qui a été financé pour faire en sorte que nos bobines suivent nos babines? J'ai toujours du mal avec cette expression, mais vous comprenez l'idée. Les bottines suivent les babines. Les Merci. bottines suivent les babines, oui. Merci. Madame la ministre, des commentaires sur sur ces initiatives de solidarité, en fin Ouais, de compte, tout à fait, oui, de solidarité féminine. qui sont de s'assurer qu'on essaye de mettre ensemble celles qui peuvent contribuer avec celles qui ont des besoins de faire en sorte qu'elles soient soutenues? Tout à fait. D'ailleurs, quand je regarde juste le ministère des Relations internationales, on a des projets, on supporte des projets qu'on appelle d'autonomisation des femmes, justement pour aider les femmes dans l'espace francophone. Je pense que l'espace francophone, on n'a pas parlé beaucoup, mais c'est aussi un espace très important et un potentiel très important aussi pour aller chercher et pour aller se connecter aussi avec d'autres entreprises. Donc, il faut aussi profiter de l'espace, de tout ce que la francophonie nous donne aussi comme espace francophone, parce que déjà, quand on partage la langue, c'est beaucoup plus facile de commencer à partager et de travailler en affaires et de faire des affaires Et ensemble. comment on fait ça? Comment on fait pour que les femmes entrepreneurs puissent bénéficier de cet espace francophone Je donne pour un faire exemple. des affaires? Nous, on a 32 représentations dans 18 pays différents. Okay? Plusieurs de ces pays-là sont des pays francophones. Donc, on va travailler aussi beaucoup avec l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, pour travailler à créer des espaces des espaces de collaboration avec les différents pays francophones. Et d'autre part, au niveau de moi-même, mon ministère, les 32 représentations, lors de la journée de la femme, le 8 mars, j'ai annoncé que dans mes propres délégations, j'allais viser la parité pour tous les postes dans les délégations générales. Donc, ça, au départ, et viser la parité, mon mandat à titre de ministre des Relations internationales, c'est de supporter les entreprises d'ici, à les aider à exporter. Donc, si dans mes délégations, j'ai plus de femmes, elles vont comprendre davantage aussi le réseau des femmes. Elles vont comprendre davantage qu'est-ce que la femme, comme entrepreneur, ce dont elle a besoin. Donc, elle va être capable de l'aider davantage aussi à exporter. Donc, ça, c'est un des éléments qu'on va mettre en place. Des commentaires là-dessus? Oui, Daniel? J'ai un commentaire. Je crois que la francophonie, on l'a dit tout à l'heure, les chiffres le disent, c'est le marché le plus peut-être, je dirais pas simple, mais le plus prometteur pour des femmes entrepreneurs, mais en fin de compte pour l'économie québécoise, point. Je crois que nous avons toujours été, c'est normal, de seconde nature, les États-Unis d'Amérique, mais là, il est grand temps, on n'a plus de temps, c'est véritablement de prendre le risque. Et là-dessus, j'aimerais apporter un point sur lequel, Madame la ministre, je vais vous demander peut-être de vous pencher. C'est qu'il est très beau et bien de parler de ces potentiels de pays dans lesquels nous pourrions prendre la place aussi, au lieu de voir arriver d'autres pays comme l'Italie, la Chine, la France, etc. Nous avons aussi cette possibilité, puis en plus, on est très respecté, très respecté. Nous pourrions, monsieur tout à l'heure a dit qu'il y a un besoin, il y a un écart entre l'académie, le côté académique et le côté de la réalisation sur le terrain. Donc nous pourrions, avec notre savoir-faire et notre savoir-être, nous pourrions arriver et transmettre ce que nous avons appris en si peu de temps nous-mêmes depuis la Révolution tranquille. Okay? Mais parce qu'on est gentle, on est respectueux, hein? On connaît le Québec, les gens,
nous sommes, en tant que Canadiens, respectueux de la culture des autres. Et donc, vous penchez sur un sujet. Je le vis en ce moment puisque je suis investisseur avec d'autres jeunes entreprises, des start-up, qui ont entre les mains, c'est un exemple que je vous donne. On a décidé, parce que voilà, je pousse vers l'Afrique, on a décidé d'ouvrir l'Algérie, par exemple. Et prochainement, le Ghana. Très bien. On a une lettre de crédit irrévocable qui a été envoyée par une banque algérienne qui se retrouve dans une institution bancaire canadienne au Québec. On a EDC qui est obligé normalement d'aider et on nous dit quoi? L'Algérie est un pays à haut risque. Donc, on ne peut pas garantir. Mais vous avez une lettre de crédit irrévocable. Vous voyez? Et c'est une jeune femme de 30 ans qui se bat tous les jours pour vendre ses produits québécois et qui est en innovation technologique extraordinaire à travers le monde. Mais elle n'arrive pas à se faire entendre. Un exemple concret. Donc oui, on peut y aller, mais quand on va nous dire que ces pays sont à haut risque et qu'on ne veut pas nous accompagner, comment voulez-vous qu'on y arrive? OK, merci du commentaire et de la suggestion très concrète. Déborah? Commentaire en réaction à ce que Mme la ministre a mentionné, sur lequel son ministère travaille, surtout en matière d'autonomisation des femmes, qui est peut-être un terme qu'on entend moins au Québec, qu'on a tendance peut-être à utiliser beaucoup plus dans les pays en voie de développement. En tout cas, moi, en tant que présidente du CA de Compagnie F, qui est un organisme qui existe depuis 20 ans maintenant, qui fait de l'accompagnement, du soutien à l'accompagnement des femmes en situation de vulnérabilité, c'est-à-dire des femmes qui sont soit sur l'aide sociale ou des femmes qui sont en chômage. Donc, pour les accompagner vers une certaine autonomie financière à travers différents programmes de coaching, de formation, etc. Et c'est très important puisque Danielle le mentionnait, elle avait besoin au début de 5 000 $ parce qu'au Québec, 24 des femmes qui se lancent en affaires ont besoin, puis on pourrait questionner pourquoi elles ne demandent que 5 000. Je pense qu'on a parlé tout à l'heure. Mais c'est vrai que 24 des femmes qui se lancent en affaires demandent 5 000. Donc, il y a une notion d'autonomisation, solution, financement. On parlait d'entreprises tech, on parlait de grandes entreprises, mais il y a aussi des très, très, très petites entreprises pour lesquelles le microcrédit serait également une solution, parce qu'on a la situation au Québec où des femmes demandent cette solution-là parce qu'elles veulent commencer, elles veulent tester. Donc, c'est aussi peut-être quelque chose qu'on regarde. On a le réseau du crédit communautaire au Québec et c'est un langage qu'on utilise moins, mais dont plusieurs femmes vulnérables pourraient avoir besoin pour atteindre cette autonomie financière. Écoutez, on a une petite période d'échange avec la salle. Peut-être avant de donner la parole à ceux qui voudraient vous poser quelques questions, je vous demanderais peut-être 1 minute chacune, si vous aviez une recommandation à faire aux décideurs, qu'est-ce que vous leur proposeriez? Là, vous, Madame la ministre, je ne vous donne pas la parole, évidemment. Mais je pourrais vous donner la parole par la suite, mais on va écouter nos deux entrepreneurs. Danielle, 1 minute. Soutenir définitivement, plus, faire un effort de soutenir les projets qui sont lidés par des femmes. Ça, c'est ma recommandation première, c'est d'accepter de prendre un petit peu plus de risques et de vouloir aussi être plus accompagnateur en conseil, parce que c'est ce que les femmes ont besoin pour les aider à prendre cette confiance en elles qui leur fait tant défaut, parce qu'elles ont aussi, et il faut le dire, beaucoup de responsabilités, surtout familiales et personnelles, qui est très important. Et ça, c'est un autre sujet, mais je vais quand même le dire, c'est que nos lois aussi doivent être améliorées pour donner un petit peu plus d'outils aux femmes pour qu'elles soient aussi, pas juste entrepreneurs, mais aussi qu'elles contribuent à l'économie du Québec, parce qu'il n'y a pas assez d'outils. Quand on a des enfants, malheureusement, on n'a pas tous les outils aujourd'hui pour nous permettre d'être plus présentes. Déborah? Favoriser, continuer à encourager l'entrepreneuriat féminin sans le considérer comme une chose à part entière, séparée, que je voulais dire, pardon. Et je pense que c'est nécessaire de l'encourager parce que, comme on l'a mentionné, les femmes, on a peut-être un peu plus d'enjeux ou de défis à traverser avant de se lancer en affaires.
mais le potentiel est là, la volonté est là, et le contexte, le climat d'affaires, le contexte social, tous ces éléments-là sont là. D'autre part, je pense que Mme la ministre, dans son mot d'introduction, l'a mentionné, c'est la nécessité aussi pour le Québec d'agir très rapidement par rapport à l'Afrique. Parce que, et je pense que la présentation aussi de M. Baudabart le mentionnait aussi, c'est essentiel parce qu'on y pense peu, ou du moins peut-être que je prêche à des convertis ici qui sont déjà convaincus du potentiel économique de par la francophonie, ou du moins la partie, le poids de l'Afrique francophone. Mais 65% quand même de la richesse sur ce continent, on parle quand même de plusieurs pays, repose sur les femmes. Donc, on entend peu souvent ce discours comme quoi les femmes entrepreneurs de l'Afrique. Donc, je pense qu'il y a quand même des liens à faire dont le Québec pourrait bénéficier, que ce soit en matière d'exportation, en matière de représentation à l'international pour nos entrepreneurs. Donc, je pense qu'il y a des liens à faire sur lesquels le MRI pourrait définitivement miser. Madame la ministre, peut-être quelques commentaires de conclusion avant de laisser la parole à la salle. Deux choses que j'aimerais mentionner, c'est que d'abord, on est en train de travailler sur une stratégie internationale de conquête des marchés étrangers qui va faire en sorte qu'on va regrouper plusieurs des ministères, donc que ce soit tourisme, la culture, éducation, et on va regarder comment, avec cette stratégie-là, on va pouvoir se positionner dans chacun des pays où on a des représentations actuellement. Et ça, on commence le travail avec les différents ministères. Moi, je chapeaute évidemment cette stratégie-là, et on commence le travail la semaine prochaine avec mes collègues ministres. Donc ça va vraiment se positionner, entre autres, à l'international, particulièrement en Afrique aussi beaucoup. Et à travers ça aussi, on va travailler de façon à faire en sorte qu'on va complètement changer l'objectif et en fait, changer, remoduler nos délégations à l'international. Ce qui veut dire que, je parlais tout à l'heure de parité, avec la stratégie, avec la parité dans nos délégations, automatiquement, on va avoir un visage totalement différent en ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin. D'autre part, d'un autre côté aussi, mon collègue Pierre Fitzgibbon, vous savez, travaille aussi sur un repositionnement complet de Investissement Québec, pour faire en sorte qu'Investissement Québec soit beaucoup plus connecté sur les priorités au Québec, donc soit beaucoup plus, d'une part, régionalisé. Donc, on sait que les entreprises, les PME sont souvent, très souvent, en région. Okay. Donc, on va vraiment pouvoir y toucher. Et là aussi, on va regarder beaucoup les équipes et la façon dont on positionne les équipes dans chacune des régions. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent au niveau qui vont travailler autour de, stimuler et favoriser l'entrepreneuriat, et particulièrement l'entrepreneuriat féminin, pardon. Et dernier point, vous savez que le Conseil des ministres est paritaire. Donc, ça change beaucoup les discussions et la donne autour de la table, je vous dirais. Beaucoup. Donc, le côté féminin est très fort, et quand on regarde les problématiques, quand on regarde les lois, quand on regarde les changements qu'on va faire, il y a un côté féminin qui est très, très fort. Donc, moi, je ne serais pas inquiète on va voir des changements positifs avec ce nouveau gouvernement. Je vous remercie infiniment de votre contribution très riche. Et peut-être, avant de passer à la conclusion, on aurait quand même une petite période d'échange avec vous avant de vous remercier plus officiellement de votre contribution. Alors, oui. Madame, est-ce que vous pourriez peut-être vous identifier pour tout le monde? Alors, oui, Madame Vachon, vous êtes la présidente. Oui, je me sens personnellement interpellée. Alors, Ruth Vachon, je suis la présidente du Réseau des femmes d'affaires du Québec, mais j'ai aussi une entrepreneure de 33 ans d'expérience. Et nous, notre réseau, c'est vraiment basé sur l'action. Puis tantôt, Daniel parlait de WeConnect. On est les seuls représentants dans la francophonie mondiale qui gère et qui fait la promotion de cette norme-là. Nous, on reconnaît que le gouvernement a une part à jouer, mais on reconnaît aussi que le gouvernement n'a pas toutes les parts à jouer. Alors, on joue un grand rôle avec les grandes entreprises. On a dernièrement mobilisé 14 grandes entreprises ici au Québec. Je parle des CAE de ce monde, Bell Hélicoptère, Cascade, AgroPure, des entreprises de cette envergure-là. Et les 14, puis ça joint un peu ce que Daniel disait tout à l'heure, se sont engagés. On a besoin d'un changement de pratique dans les affaires. Les femmes ont des entreprises qui sont plus petites. C'est moins de 2 employés pour les 16 % des femmes où on est majoritaire. Alors, on a besoin d'un changement de pratique, mais les grandes entreprises, c'est pas une mauvaise volonté, ils sont pas au courant de ça. Alors,
quand on leur parle, là, on leur apprend ça. Nous, la francophonie mondiale, c'est ultra important. Il y a 2 semaines, on est allé en France mobiliser 17 grands donneurs d'ordre à l'ambassade du Canada. Et on a mandaté ce groupe de 17-là pour faire les recommandations au G7. Et on a l'accord de notre ambassadrice que l'entrepreneuriat féminin, la première ligne sera la diversité des fournisseurs. Alors, pour nous, c'est important, mais tous nos gestes sont basés sur l'action. On disait supporter les entreprises, mais je pense que supporter les réseaux comme nous, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, là, mais c'est drôlement important parce qu'on a des millions qu'on est allé mettre dans les poches de nos femmes entrepreneurs dans les 2-3 dernières années. Alors, c'est toutes des initiatives qui, pour nous, ça compte énormément et on a besoin de l'écosystème au complet. Merci beaucoup, Madame Vachon. Oui, Madame? Il faudrait ouvrir votre micro. Oui, merci. Est-ce que c'est... Oui, voilà. Ça marche. Bon. Ndeye Marifal, je prendrai un seul de mes chapeaux, présidente de la conférence des organisations internationales non gouvernementales accréditées auprès de la francophonie. Désolée, c'est très long, mais c'est comme ça. Moi, je parlerai plus du rôle que le Québec devrait essayer de jouer en Afrique, et évidemment, plus particulièrement en Afrique francophone. Et je crois que l'un des problèmes sera la mobilité des personnes. Parce que j'ai assisté, Madame la ministre, à l'activité qui a été organisée par le MRI au Château Frontenac le 20 mars, où vous aviez des jeunes entrepreneurs. Ils sont ici d'ailleurs dans la salle. Mais c'était qu'il n'y avait aucune représentation de l'Afrique au sud du Sahara. Et on m'a dit que le problème fut qu'une seule personne de toute l'Afrique au sud du Sahara venait du Cameroun et qu'on lui a refusé son visa. Alors, je pense qu'il y a là un problème très important et très sérieux. Parce que lorsqu'on parle de francophonie, normalement, la mobilité devrait être quelque chose de fluide. Et quand il y a une journée comme le 20 mars, qu'on refuse un visa à un jeune entrepreneur du Cameroun, ou une jeune entrepreneur du Cameroun, parce que c'est une fille, ça, je trouve encore plus inadmissible. Alors, je crois qu'il faudrait, parmi les recommandations, voir comment rendre plus fluide ces échanges, parce qu'on ne peut pas aller dans un pays, vouloir y faire des affaires et ne pas vouloir voir les personnes qui y vivent. Donc voilà, ça c'était vraiment parce que c'est tout chaud en moi et c'est une chose que je voulais partager. Merci. Merci beaucoup. Madame. Bonjour, Mariam Koulibaly, merci pour vos interventions. Alors moi, je suis toujours excitée quand on parle d'entrepreneuriat parce que je crois vraiment que c'est le moyen pour développer justement son plein potentiel. Et j'aimerais vous interpeller justement sur quelque chose de concret. Moi, j'accompagne les entrepreneurs ici depuis 2011 à Montréal et au Québec. Le moule, on va dire, où on forme les entrepreneurs, parce que je suis dans la formation, c'est la fameuse formation lancement d'une entreprise. Et je l'ai fait pendant plus de 6 ans. Et puis là, il y a 1 an, j'ai décidé de faire le saut pour lancer une formation adaptée pour les femmes avec mon entreprise Startup. Parce que nous avons un gros défi ici au Québec par rapport à cette formation. Le ministère est au courant parce que c'était quelque chose qui devait être révisé. C'est 3 mois pour accompagner les entrepreneurs à faire leur plan d'affaires. Donc, c'est la principale formation par laquelle passent tous les entrepreneurs. Et le défi qu'on a justement dans cette formation, je trouve qu'elle rejoint moins les femmes parce que j'ai vu vraiment beaucoup de femmes qui n'ont pas donné suite après, parce que dans cette formation de 3 mois, on a seulement 1 semaine où on parle du profil entrepreneurial, et le profil entrepreneurial, c'est un petit test où on dit un entrepreneur doit savoir faire ça, et on ne prend pas le temps de regarder à tout le potentiel de la femme, et donc forcément, elle travaille un projet, mais elle n'est pas confiante parce qu'elle ne sait même pas tout ce qu'elle a en elle à offrir dans cette entreprise. Donc j'aimerais vraiment encourager à ce qu'on passe vraiment plus à l'action au niveau de cette formation, qu'on l'adapte, qu'on ait vraiment dans cette formation un temps
pour aider la femme. C'est vraiment très simple, ça prend pas grand-chose, mais des outils pour aider la femme à réaliser tout son potentiel. Parce que malheureusement, j'ai eu l'occasion d'avoir une femme qui avait été au foyer pendant plusieurs années, puis qui avait décidé de se lancer en entrepreneuriat, et puis qui disait, j'ai pas grand-chose. Et quand on prend le temps de discuter avec elle, on voit qu'elle est sur le CA du CPE de ses enfants, on voit qu'elle fait de la trésorerie dans sa coopérative. Bref, elle a un CV finalement de cadre, mais elle valorise pas ça parce que c'était pas dans un canevas classique emploi. Donc, est-ce qu'on peut, au niveau de l'éducation, parce que ça va vraiment faire toute la différence, des formations peut-être plus courtes, plus adaptées, et vraiment considérer aussi l'entrepreneuriat hybride. Moi, c'est vraiment la voie sur laquelle je me focalise parce que les statistiques ont montré que ça concerne quand même presque 60% des entrepreneurs au Québec. L'entrepreneuriat hybride, il s'agit d'un employé à temps plein qui a aussi une entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui passe un peu sous le radar parce que on n'a pas du financement quand on n'est pas à temps plein à son entreprise. Donc ces défis-là sont à considérer aussi pour faciliter l'entrepreneuriat féminin. Très intéressant. Donc voilà. Des commentaires, mesdames, sur... Excusez-moi. Merci pour votre intervention parce que l'éducation, justement, et c'est un peu mon commentaire de tout à l'heure quand je parlais d'outiller les femmes et que ce soit vraiment pris en compte pour leur réalité au quotidien. Et ce que vous venez de mentionner, normalement, ça ne devrait pas être compliqué, c'est juste de changer l'approche et surtout aussi de l'adapter avec aujourd'hui l'Internet, tous les réseaux sociaux, etc. On n'est pas là, on n'est pas prêt à ça. Et ça peut quelquefois prendre si peu pour changer beaucoup. Donc, et l'entrepreneuriat hybride, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup et c'est vrai que ça devient extrêmement important. On aurait le temps encore peut-être pour 2, 3 questions. Oui, mademoiselle. Oui. Bonjour, mon nom est Mélissa Autier. En fait, je fais partie d'une association Femmes en affaires à l'ESG-UQAM. Donc, tout d'abord, merci énormément pour ce que vous avez apporté, ce que vous êtes. En fait, vous êtes vraiment toutes superbes. Merci beaucoup. Ma question, en fait, était, j'aimerais vous entendre sur qu'est-ce que c'est pour vous le potentiel? Donc, rapidement, juste savoir qu'est-ce que c'est pour vous le potentiel? Elle est adressée à qui? Vous voulez? Je vais peut-être commencer. Mais c'est très simple. Je pense qu'il faut revenir à la définition. Potence, pouvoir, les possibilités, voir les opportunités. Moi, je suis quelqu'un qui a énormément d'ambition également. Donc, je vois très loin ou je veux être en mesure de voir très loin. Il faut que les moyens sont là pour le permettre ou de créer les moyens. Donc, le potentiel, tout court, pour moi, c'est ça. C'est pouvoir... c'est avoir les possibilités, les opportunités d'exercer son pouvoir, son plein pouvoir et de créer de la richesse. Oui, si possible. Ben, le potentiel de ma réponse à moi va être surtout sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est lorsqu'on fait la différence entre un homme et une femme sur le plan financier, donc aussi sur d'autres plans, eh bien, le potentiel, c'est d'être capable de regarder l'entrepreneur qui est en face de soi et de se dire, est-ce que cet entrepreneur a le potentiel de réussir dans la voie qu'elle est en train de se tracer et pas juste parce qu'on est arrivé avec un dossier. Vous voyez, je prends mon exemple et c'est pour ça que j'en parle du potentiel. Si je n'avais pas eu le caractère que j'ai, ben, je serais peut-être sur le BS aujourd'hui. Mais c'est vrai, c'est la réalité. Donc, c'est ça le potentiel, c'est d'accorder à l'autre la vision parce que c'est aussi une femme, mais qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce qu'en elle, il y a les yeux qui brillent? Est-ce qu'elle est, elle est capable de verbaliser aussi son projet? Madame la ministre? Moi, le potentiel, je prends vraiment ça en prenant la vision de la personne qui est devant vous. Moi, pour moi, identifier le potentiel, c'est être vraiment à l'écoute de la personne qui est devant vous. Parce que je ne pense pas qu'il y ait personne qui se présente pour aller chercher du financement, particulièrement une femme, particulièrement, qui ne soit pas animée, enthousiaste, préparée. Fait que moi, je dis, le potentiel, là, c'est ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux, taisez-vous et regardez, écoutez ce que vous avez en face de vous. C'est ça le potentiel. Vous allez le voir, c'est ça. Je voulais juste saluer
si vous me permettez, les jeunes qui étaient justement à l'activité à Québec, la journée de la francophonie, sont tous ici dans la salle. Bravo! Et quand on parle de jeunes dynamiques qui profitent de la francophonie, qui font des affaires en français, donc le levier d'ailleurs, ils l'ont utilisé, donc des gens qui sont dynamiques, qui sont très, très, très... Ils nous ont tous enthousiasmés dans la salle et vraiment une belle jeunesse, là. J'ai peut-être une question additionnelle. Oui, madame. Bonjour, Sadia Lacral. Merci beaucoup pour cette richesse qu'il fallait vraiment l'amener ailleurs. Moi, je suis fondatrice, présidente du sommet des femmes de l'industrie manufacturière parce qu'avec la main-d'œuvre qui existe maintenant, il faut amener la femme et la jeune fille. Donc, il y a une cause à travailler pour le message. Comment sensibiliser pour amener cette jeune fille avec l'homme et la femme ensemble pour cette éducation à travers ce sommet que j'aimerais bien que tu vas soutenir cette cause et cette cause de ramener la femme de l'industrie manufacturière avec le 4.0. Merci. Bien, écoutez, on pourrait continuer encore longtemps. Je sais qu'on a encore plein de questions. Je vous suggérerais peut-être, si nos panélistes ont un peu de temps après, de pouvoir échanger avec elles, parce qu'on va devoir conclure. Je sais que Mme la ministre, vous devez quitter assez rapidement. Alors peut-être, écoutez, je sais que Guy Lefebvre, qui est notre vice-recteur Relations internationales, va conclure cette assemblée. J'aimerais peut-être proposer que notre recteur, Guy Breton, puisse vous dire quelques mots peut-être avant la conclusion. Merci, Madame la chancelière. Madame la ministre, je pense que vous avez mis le doigt sur quelque chose de très important, qui est la volonté des femmes d'oser monter dans l'organisation, d'oser partir leur entreprise. Moi, je le vis ici, quand vient le temps de recruter des femmes, c'est beaucoup plus compliqué. Ben, je ne suis pas certaine. Est-ce que je suis capable? Est-ce que si? Alors, moi, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que nous, les maisons d'enseignement, on peut faire pour qu'on ne vive plus cela? Que les femmes se sentent capables de monter plus haut? Parce qu'on a beau avoir les règlements, les lois, les environnements, les venture capital, si elles n'osent pas, on n'avancera pas. Et puis, je pense que nous, on a quelque chose à contribuer, à changer cette attitude-là. C'est pas juste le DNA, là, c'est pas juste génétique, là. Je suis sûr qu'on peut aider. Quelle commande vous me passeriez comme établissement d'enseignement? Bien, merci. Merci, M. Breton, de poser cette question qui est essentielle. Je crois que vous vous positionnez un petit peu comme les entreprises qui, aujourd'hui, prennent conscience que nous ne pouvons pas tout reléguer, comme vous disiez tout à l'heure, au gouvernement ou au ministère. C'est impossible. Nous sommes responsables, nous sommes des citoyens engagés, tous et chacun. Nous avons des familles, nous travaillons et nous voyons et nous souhaitons faire évoluer nos entreprises, votre organisation et tout. Une façon simple peut-être, puis là je vais parler de façon très simple, rien à extrapoler. Quelquefois, nous les femmes, ce qu'on a besoin, c'est de nous rassurer. C'est pas si compliqué que ça. Et de communiquer avec peut-être moins de patronizing, c'est aussi de dire au sein de mon institution, puis-je peut-être créer un comité où il y aura des femmes et des hommes. Qu'est-ce qu'on peut amener comme outils qui vont permettre à la femme d'être plus flexible? Donc, si on offre un poste ici, mais qu'elle est maman de 2 ou 3 enfants, ou qu'elle a des responsabilités, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et il faut faire avec. Elle est maman. On a besoin de nos mamans pour éduquer nos enfants, sinon on s'en va nulle part. Les enfants ont besoin de leurs parents. Donc, on devrait être fiers de ça. Comment est-ce qu'on peut donner un poste de responsabilité, peut-être sans que cette personne soit physiquement sur place, 5 jours, 6 jours parce qu'elle va travailler. Elle va probablement donner son 350%, mais d'avoir juste une approche un peu différente pour lui permettre d'accéder à ces postes de responsabilité. Merci.
Merci. C'est bon. Moi, je me permettrais de répondre aussi à cette question en disant que ça part de la tête aussi d'une organisation, la volonté de faire en sorte qu'il y ait des femmes qui occupent des postes de responsabilité et que ça ne se passe pas tout seul par une espèce d'événement naturel. Et il faut, quand on repère le potentiel et le talent, l'accompagner. Ce n'est pas simplement de mettre des gens en poste, mais c'est leur donner les conditions de succès et une des conditions essentielles dont Daniel a fait part, effectivement, ça peut être la flexibilité des horaires, etc. Mais ça part de la volonté. C'est la même chose pour les conseils d'administration. C'est la même chose pour beaucoup de nos éléments en société. Il faut qu'il y ait une volonté d'utiliser le plein potentiel de talent qui existe. Alors moi, je conclurai là-dessus parce que vous l'avez vraiment bien mentionné, chacune d'entre vous, avec beaucoup de richesse d'expérience. Merci infiniment. Et je vais laisser le soin à Guy Lefebvre de conclure cette séance. Merci, mesdames. Merci à vous. Merci, Madame la chancelière. Compte tenu de l'heure, je vais utiliser la version courte de mon allocution et aussi la version courte des salutations. Donc, distingués invités, chers participants, ce matin, le Jeune Observatoire de la francophonie économique a présenté son premier rapport, créé lors du sommet de la francophonie à Madagascar en 2016. Il a rapidement prouvé son utilité. À Paris, puis à Dakar le mois dernier, lors de sa première conférence internationale sur les enjeux économiques de l'Afrique de l'Ouest, à laquelle j'ai eu le plaisir d'assister, l'Observatoire a démontré sa pertinence. La qualité de ses partenaires, de ses réseaux, on a parlé tout à l'heure beaucoup de réseautage, je pense que l'Observatoire, on le démontre par ses partenaires, c'est quelque chose de collectif, dont celui des jeunes économistes qu'on a, je pense que va donner corps à son ambition. L'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, on l'a vu, est au cœur de ce premier rapport. La table ronde de ce matin a été magistralement animée par Madame la chancelière émérite, qui connaît bien ces sujets. On l'a vu avec son parcours exemplaire. Nos prestigieux invités ont mis en évidence le formidable potentiel que recèle la présence des femmes dans le développement économique et dans la création de richesses. Et on l'a souligné aussi dans la solidarité qui doit exister non seulement entre les femmes, mais tout le monde ensemble pour permettre un meilleur développement et le développement aussi du capital humain. Mais elles n'ont pas caché les obstacles encore nombreux et bien réels sur la route des femmes entrepreneurs. Donc, merci, mesdames, de votre participation ce matin. Je suis assuré que les échanges de ce matin vont enrichir les réflexions en cours. Elles ont bien illustré le rôle des femmes dans la conquête de nouveaux marchés. On a parlé beaucoup de francophonie ce matin, de langue. Il y a aussi la place pour ce qu'on appelle la francophilie, c'est-à-dire toutes les personnes qui se situent dans des pays non francophones, qui veulent apprendre le français et auxquels, je pense, le Québec a un leadership à jouer. Et donc, la volonté aussi exprimée par le nouveau gouvernement d'un partenariat renouvelé avec l'Afrique francophone. L'Université de Montréal, son observatoire sera à vos côtés. L'Observatoire est un instrument précieux dans cette stratégie. Je veux remercier très sincèrement son directeur, Brahim Bourdabat, d'avoir organisé ce matin cette table ronde et évidemment, vous tous, d'appuyer nos activités. Un mot en terminant, un grand merci aussi à Monique Cormier, vice-rectrice associée qui s'occupe de la francophonie et la francophilie. Mon collègue et ami Clément Duhem, qui est avec nous depuis le début et qui avait cette grande vision de créer un observatoire ici à l'Université de Montréal. Donc, je le remercie aussi. Et mon collègue aussi, Abderrahmane Rida de l'AUF, qui est un aussi des partenaires de
de cet observatoire. Je vais m'arrêter ici pour la version courte. Je vous invite maintenant au cocktail dans la hâte d'honneur. On pourra continuer les échanges à ce qu'on appelle le cocktail de l'amitié. Donc, merci encore à vous tous.